Nous reprenons notre séquence de cet après-midi. J'ai encore le privilège de présider cette séquence qui va être limitée à deux communications. La première, c'est celle de monsieur Jean-François Murassiol, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry Montpellier 3. C'est une communication sur les étrangers dans la France libre. Monsieur le professeur, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le sénateur. Je vous invite par avance à exercer à mon encontre la plus extrême violence. Je dépasse toujours. Voilà, donc n'hésitez pas à me couper. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de participer à ce colloque. Je remercie d'ailleurs les organisateurs de m'avoir invité et je les félicite pour cette très belle cérémonie très émouvante ce matin. Alors, nous avons parlé de la résistance intérieure ce matin. Nous allons parler de ce qu'on pourrait dénommer la résistance extérieure cet après-midi, à travers la France libre en particulier. Et je dirais que la présence de combattants étrangers dans les rangs des forces françaises libres, la petite armée de la France libre, constitue un phénomène historique relativement peu connu, mais vous allez le voir, très significatif, me semble-t-il, à bien des égards. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pardonnez-moi, c'est une espèce de réflexe professoral, je me permets de rappeler quelques éléments de définition et de chronologie qui aident peut-être à mieux comprendre le sujet. D'abord, quelques éléments de chronologie. Les inscriptions dans les FFL, donc les forces françaises libres, l'armée de la France libre, l'armée du général de Gaulle, si vous voulez, sont comprises entre, alors c'est administratif, mais ça a toute son importance, entre le 18 juin 1940, évidemment, et le 31 juillet 1943. Donc l'étude est fondée sur cela, le 31 juillet 43. Pourquoi me direz-vous le 31 juillet 43? Parce qu'à cette date, les FFL sont dissoutes et elles fusionnent avec l'armée d'Afrique, disons vichiste jusqu'au débarquement anglo-américain de novembre 42 et que précisément le débarquement anglo-américain retourne du bon côté. Donc nous parlons d'une séquence bien limitée, 18 juin 40, 31 juillet 43. En outre, dans cette étude, je ne parlerai que des étrangers au moment de la signature de leur acte d'engagement dans la France libre et pas des naturalisés, ce qui d'ailleurs serait une question très importante, mais sur laquelle malheureusement je n'ai pas encore vraiment travaillé et donc je ne m'aventurerai pas sur cela. Autrement dit, par cette double limite, nous n'abordons ici qu'un aspect, qu'une partie des étrangers qui ont porté l'uniforme et qui ont combattu, donc hors du sol métropolitain, nous ne parlons pas de la résistance intérieure, donc d'une partie simplement des étrangers qui ont combattu sous l'uniforme français, et je dirais en dehors du cadre de la résistance intérieure pendant la Seconde Guerre mondiale. Deuxième point, par définition, ils sont tous volontaires. Il n'y a pas de conscription, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de requis, ce sont des gens qui se présentent volontairement, et je vous donnerai quelques exemples qui montrent bien la liberté de leur choix. Troisième question, combien de Français libres? Combien de soldats des forces françaises libres? Alors c'est là que les choses deviennent plus compliquées, et sans rentrer dans des... puisqu'il faut bien mesurer leur place relative, sans rentrer dans des débats très complexes, disons qu'en gros, 65 000 combattants des forces françaises libres, parmi lesquels une bonne moitié de soldats coloniaux ou colonisés, comme on dit à présent, alors d'AEF, de l'ensemble des territoires qui se sont ralliés à la France libre, à commencer par l'AEF. À peu près la moitié, 32 000. 32 000 citoyens français et à peu près 4 000 étrangers. Voilà, en gros, deux fois 30 000. 32 000. Sur les coloniaux, on a une incertitude parce que beaucoup n'ont pas signé de fiches d'engagement. Mettons 30 000 coloniaux, 32 000 citoyens français, là par contre, les chiffres sont sûrs, et 4 000 étrangers. Je passe sur les coloniaux, ce serait un sujet passionnant, mais ce n'est pas exactement le sujet de ce colloque, mais s'il y a des questions là-dessus, on pourra y revenir ensuite. Notons donc que les étrangers représentent donc à peu près 6% de l'effectif total, 6% de l'effectif total, 12% des non-colonisés, on peut le dire comme ça, autrement, et on peut le dire encore, c'est un autre point de vue, que étrangers et colonisés représentent plus de la moitié, étrangers et colonisés représentent plus de la moitié des effectifs des forces françaises libres. Alors, qui sont ces étrangers? C'est une tour de Babel, véritablement. 27 nationalités, ce qui correspond peu ou prou à l'ensemble des nations souveraines à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup moins de nations d'États souverains qu'aujourd'hui. Et d'une certaine façon, donc, on parlait des brigades internationales ce matin, les forces françaises libres, à une échelle bien plus réduite, forment une espèce de deuxième brigade, de deuxième vague brigadiste, avec parfois d'ailleurs des cas de passage de l'un à l'autre. Ils sont assez rares, mais ça peut exister. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, pardonnez-moi, je vais un peu vous accabler de chiffres, la nationalité la plus nombreuse, ce sont en fait les Syriens et Libanais, même si leurs États ne sont pas encore totalement souverains, à peu près 1200 ralliements,
parmi lesquels, mais là, je laisse très lâchement Madame Mouradian vous en parler après, parmi lesquels, alors moi je pensais 250, mais elle me dit 400, c'est elle la spécialiste, donc vous voyez, les colloques servent aussi à faire avancer la recherche. Moi j'avais compté 250 Arméniens, elle en compte 400, elle a raison, elle connaît mieux la question que moi. Donc 1200, dirons-nous, levantins, hein, Libanais, Syriens, Arméniens, bien. 500 Espagnols, 270 Polonais. Je parle bien de nationalité à l'engagement. Hein. Donc 500 Espagnols, 270 Polonais, 260 Belges, à peu près autant, 190 Allemands ou Autrichiens, 190 Allemands, à peu près autant d'Italiens, 180 Italiens, 170 Russes, 130 Britanniques, dont on se demande ce qu'ils font là, 130 Britanniques, 90 Tchèques, 70 Roumains, etc., etc. Une centaine d'Arabes du Moyen-Orient, Égyptiens, Irakiens, Palestiniens, une centaine. Et puis après... Voilà, 27 nationalités, il y a même un Équatorien, 2 Siamois, un Iranien. Donc vous le voyez, une tour de Babel assez spectaculaire. D'où viennent-ils? Pourquoi rallient-ils la France libre? Pas facile de répondre à cette question. Disons que les vagues d'engagement de ces étrangers, et vous allez voir, elles sont très caractérisées, les vagues d'engagement de ces étrangers nous apportent un début de réponse. En réalité, trois vagues chronologiques qui forment à peu près 3 tiers à peu près égaux hein, d'engagement. Donc à peu près 3 paquets de 1200 personnes. Excusez-moi, je parle de paquets, c'est pas très élégant. L'été 1940 en Angleterre, la première vague de ralliement d'étrangers. Le Levant, la Syrie et le Liban à l'été 41, au lendemain de la guerre qui a vu les Britanniques, aidés par les Français libres, reprendre le contrôle des 2 mandats français qui étaient jusque-là sous l'administration de Vichy. Et enfin, l'Afrique du Nord, donc libérée, au printemps et à l'été 43, étant entendu que les engagements sont clos. Le 31 juillet 43, d'autres ont pu s'engager après, mais je ne les intègre pas dans cette étude qui concerne au sens strict les FFL, au sens juridique du terme. Alors, première vague, l'été 40. Ça concerne essentiellement la 13e DBLE, la 13e demi-brigade de Légion étrangère, que le haut commandement avait envoyé se battre en Norvège, qui s'est d'ailleurs très bien battu en Norvège, et puis la campagne de France conduit l'état-major à rapatrier ses troupes d'abord en Bretagne et finalement en Grande-Bretagne, en Angleterre. Et le 1er juillet 1940, au camp de Trentham Park, le choix décisif s'opère et sur les 1619 légionnaires, pratiquement tous étrangers, sur les 1619 légionnaires, 989, les 1000 comme on les a appelés, en arrondissant un petit peu le chiffre, donc 989, suivent leur chef, le colonel Magrin Verneret, alias Monclar, il prend ce nom comme Leclerc pour le nom de Leclerc, hein, alias Monclar, qui est à l'époque l'un des soldats les plus décorés de l'armée française. Les 700 autres, donc vous voyez que le choix est parfaitement libre, hein, 700 autres légionnaires étrangers font un choix inverse et sont rapatriés vers la France. Voilà, donc ça montre bien que le choix est libre, hein, ils sont ensuite rapatriés. Si j'étais un peu caustique, je dirais qu'au même moment, vers en gros dans les 15 jours hein, qui suivent l'appel du 18 juin, il y a, pour différentes raisons, et sous différentes armes et sous différents statuts, à peu près 130 000 soldats français, marins, aviateurs terriens, 130 000 soldats français sur le sol britannique. Sur les 130 000 soldats français, là je parle bien de français, sur le sol britannique, 7 000 rallient les forces françaises libres, et à peu près 500 souscrivent des engagements dans l'armée britannique. L'écrasante majorité choisit donc de rentrer en France. Donc, si on fait le calcul, cela signifie que les 2 tiers des étrangers ont choisi de rejoindre la France libre, alors qu'à peine 6 à 7 % des Français, qui étaient dans les mêmes conditions de liberté de choix, ont préféré rester en France. Une deuxième vague de ralliements légionnaires se produira après la campagne de Syrie à l'été 41, avec des ralliements, mais là c'est quelques centaines de personnes, du 6e régiment étranger d'infanterie. Au total, à peu près 1500 légionnaires sur les 4000, enfin 1500, 1600, il y a quelques indécisions. Et ces légionnaires, eh bien, ils renvoient aux engagements dans la Légion étrangère de la fin des années 30, et qui est, comme vous le savez jusqu'à nos jours, le baromètre en quelque sorte des crises géopolitiques. Hein, vous voulez savoir ce qui va bien ou mal dans le monde, vous regardez les engagements dans la Légion. Et donc, beaucoup d'Espagnols républicains, de républicains espagnols, beaucoup de Juifs d'Europe de l'Est, Polonais, Tchèques, Roumains, entre autres, et beaucoup de Tchèques, tout simplement, juifs ou pas, beaucoup de Tchèques, qui, les uns et les autres, vous le voyez, fuient des régimes autoritaires, des régimes antisémites, des pays qui disparaissent, comme la Tchécoslovaquie entre septembre 38 et mars 39. La deuxième vague, en Syrie et au Liban, ça va très très mal, je vois le temps qui passe, et bon, bref. Donc, Syrie-Liban, là, les choses sont plus compliquées, et je vous l'ai dit, donc à peu près 1200 ralliements de Syriens, Libanais, mais parmi lesquels on trouve beaucoup d'Arméniens, mais encore une fois, je laisse Madame Mouradian vous en parler dans quelques instants. La troisième vague donc, se produit
en Algérie, disons, en Afrique du Nord plutôt, Tunisie, Maroc, Algérie, oui, au printemps et à l'été 1943. Vichy, vous le savez, avait enfermé beaucoup d'étrangers, guillemets, indésirables, dans des camps de travailleurs étrangers, entre autres en Algérie, des camps qui ressemblent souvent à des bagnes. Le pouvoir gironiste commence à libérer petit à petit, à fermer ces bagnes, et il y a donc là des milliers d'étrangers qui sortent de ces bagnes. Un grand nombre d'entre eux s'évaporent dans la nature et on perd leurs traces, mais à peu près un millier d'entre eux choisissent librement, là aussi, de s'engager dans une troupe qui est spécialement créée, dans un corps qui est spécialement créé à ce moment-là, car Giraud ferme les bagnes, mais il ne souhaite pas l'engagement de ces étrangers dans l'armée d'Afrique, restée très largement pétainiste. Et donc on crée un corps particulier qui s'appelle le Corps Franc d'Afrique, et donc à peu près un millier de ces étrangers, je vous dirai qui, rejoignent le Corps Franc d'Afrique, qui est bien souvent d'ailleurs l'antichambre de la France libre, puisque pratiquement tous vont ensuite se retrouver dans des unités issues des FFL, je dis bien issues des FFL, puisqu'elles n'existent plus juridiquement depuis le 31 juillet 1943, et particulièrement à la 2e DB. Ce qui fait que la 2e DB, qui se constitue, donc qui est formée en août 1943, et qui se constitue au Maroc à l'automne 1943, est une incroyable tour de Babel. Et il fallait vraiment le génie de Leclerc, officier maurassien de stricte obédience, comme vous le savez, pour amalgamer un noyau de vieux briscards du Tchad, français libre depuis 1940, des petits genoux parisiens ou français, disons, qui sont parvenus à s'évader de France par l'Espagne, qui ont traversé l'Espagne, qui parfois ont fait 6 mois de tourisme dans les bagnes franquistes et qui arrivent en Afrique du Nord à ce moment-là, de très nombreux juifs séfarades algériens, des communistes tchèques, yougoslaves, roumains, des juifs d'Europe centrale libérés et aussi beaucoup de républicains espagnols libérés des fameux bagnes vichistes d'Algérie. Ajoutons encore à ça 1300 arabes maghrébins, tunisiens, algériens, marocains, pas des tirailleurs, des gens qui s'engagent à titre personnel, 1300, et à peu près 7000 soldats venus de l'armée d'Afrique, comme ceux du 12e régiment cuirassé, que les Français libres surnomment très aimablement le Royal Nazi, et le RBFM, le régiment blindé de fusiliers marins du colonel Magia. Donc, vous voyez, le mélange, c'est quand même pas très simple d'en faire une troupe homogène. Et d'ailleurs, à Témara, le camp où la 2e DB se forme et s'entraîne, il y a des bagarres chaque nuit, entre yougoslaves et croates, entre juifs et arabes, entre gaullistes et pétainistes, etc., etc. Ainsi, au sein de la 2e DB, Denis Péchanski en parlait ce matin, la fameuse 9e compagnie, la Noève, du régiment de marche du Tchad, est composée exclusivement d'Espagnols. Voilà, et c'est effectivement cette petite troupe qui, sous les ordres du capitaine Drone, avec un détachement du 501e RCC, rentre dans Paris, vous le savez, en éclaireur, dès le 24 août au soir, le 24 août 1944 au soir, et va jusqu'à l'hôtel de ville et jusqu'à la préfecture de police pour montrer que voilà, la 2e DB est dans la banlieue de Paris. Observons que, je vous le disais tout à l'heure, à peu près 400 Italiens et Allemands ont donc servi dans les forces françaises libres. Pratiquement tous, dans les rangs de la Légion étrangère. 13e DBLE qui se maintient. 4 d'entre eux, d'ailleurs, ont été faits compagnons de la Libération, 2 Allemands et 2 Italiens. Ceux-là ont donc dû surmonter le cas de conscience de combattre leur propre patrie, que ce soit en Libye, ensuite en Italie, en France et ailleurs. Notons d'ailleurs que l'armée française de 1914, qui s'était déjà trouvée devant cette situation, que faire des légionnaires allemands, autrichiens, bulgares, ottomans et autres, l'armée française de 1914 avait prudemment envoyer ces soldats dans les garnisons africaines de la Légion pour ne pas avoir à se retrouver dans cette situation. La France libre n'a pas ses pudeurs, et ces soldats, donc ces 400 soldats allemands et italiens, combattent donc leurs compatriotes, par exemple à Bir Hakeim ou dans d'autres batailles. Je vous donnerai, si j'ai le temps tout à l'heure, mais j'en doute, quelques exemples d'itinéraires. Notons d'ailleurs, alors, non, j'ai pas le temps, tant pis, mais c'est un exemple assez curieux. Comment vous dire à Bir Hakeim, vous avez même des Allemands qui combattent, enfin des légions. Non, allez, j'arrête là. Non, ça allez si quand même. Je vous le dis quand même. Bon, une partie de la Légion se retrouve sous contrôle de Vichy, bien évidemment, la majeure partie. Et les Allemands font pression pour obtenir le rapatriement de leurs soldats, guillemets, donc des Allemands qui ont souscrit des engagements dans la Légion dans les années 20 et 30. Vichy commence par refuser, en disant « Ah, mais la Légion, vous comprenez, c'est le sanctuaire, etc. »
Les Allemands mettent en avant l'article 19 de la Convention d'armistice qui oblige Vichy à fournir la liste complète de ses effectifs militaires. Et puis, comme toujours, Vichy dit non, puis peut-être, et puis oui. Voilà, bon, ça se passe comme ça. Et en 1900, fin 42, début 43, fin 41, début 42, Vichy cède, et tous ces Allemands, et d'ailleurs la plupart d'entre eux, de ces légionnaires allemands, souhaitent changer de camp, en quelque sorte, souhaitent retourner. Je parle bien des légionnaires sous main de Vichy, hein, pas des légionnaires sous main gaulliste. Hein. Donc ces légionnaires allemands souhaitent ardemment retourner dans leur pays, hein, et ils le font en grande majorité. Ils sont alors versés, nous sommes là au début de 42, ils sont alors versés dans le 361e régiment d'infanterie de la Wehrmacht, qui lui-même fait partie de la 90e division légère de la même Wehrmacht, qui fait partie de l'Afrika Korps. Et à Bir Hakeim, vous avez donc des légionnaires allemands, anciennement, enfin d'ex-légionnaires allemands de l'armée française revenus vers l'armée allemande, qui combattent des légionnaires allemands de l'armée gaulliste. Donc vous voyez qu'on arrive à des situations qui sont assez... voilà. Un exemple parmi eux, c'est d'ailleurs l'un des deux compagnons allemands de la Libération. Je recherche son dossier, le voilà. Il s'appelle Eckstein, Hermann Eckstein. Il est grièvement blessé à Bir Hakeim lors de la sortie. Il perd une main. Il rampe toute la nuit avec une main en moins. Donc voilà. Et au petit matin, il est récupéré par des hommes du 361e régiment. Et vous savez que les ordres de Hitler sont très clairs. Tous les Français libres capturés, on les fusille immédiatement. Rommel ne le fera pas. Toujours est-il qu'il est récupéré par ses camarades, guillemets. L'ont-ils reconnu ou pas? On ne sait pas. Hein. Est-il tellement épuisé que de toute façon, il ne peut plus parler? Ces Allemands le remettent aux Italiens, lesquels Italiens vont le soigner. Et d'ailleurs, il sera libéré en 1943 et il servira encore au Levant, mais cette fois-ci dans une troupe de garnison. Donc, vous voyez, des cas quand même tout à fait particuliers. Alors, en définitive, et en guise de conclusion, puisqu'il me faut déjà conclure, j'aurais bien parlé encore 2 heures, en guise, quand je dis 2, c'est 5 ou 6. Donc, en guise de conclusion, quelles sont les motivations finalement de ces étrangers, hein, de ces 4000 étrangers qui ont rejoint la France libre? Et je le répète encore, de façon libre et volontaire. C'est bien sûr une question très délicate et l'historien tremble un petit peu quand il l'aborde. Je me bornerai simplement de rappeler une évidence. S'engager au risque de sa vie en temps de guerre relève bien sûr d'une alchimie complexe, très personnelle, et que l'historien a toute la peine du monde à circonscrire de façon certaine, donc je m'avance avec prudence. Alors, il y a d'abord l'extraordinaire esprit de corps de la Légion, hein, qui joue. Hein. Je vous rappelle qu'en gros, 1 sur 2 sont des légionnaires, enfin 1 sur 2 est un légionnaire. On ne quitte pas ses camarades. Tout le monde connaît le célèbre épisode de la guerre de Syrie où un détachement de la 13e DBLE, côté gaulliste, se retrouve, on est en juin 41, par hasard face à un détachement du 6e REI vichiste. Hein. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que des légionnaires sont en train de tirer sur d'autres légionnaires. On sonne le boudin d'un côté, le boudin répond de l'autre, et on se met d'accord pour ne pas se battre. Voilà, donc on fait semblant de ne pas se battre, et le soir, chacun reprend ses positions. Bon, donc vous voyez que lorsqu'on en est là, on peut comprendre qu'il y a eu des formes d'engagement qui relèvent en quelque sorte d'un attachement viscéral au corps. Évidemment, on ne peut pas négliger non plus, on en parlait ce matin, l'antifascisme, très fort chez les républicains espagnols, et puis je dirais chez tous ces communistes d'Europe de l'Est, tchèques, roumains ou autres. Chez les juifs, qu'ils soient français ou pas, a certainement prévalu aussi, ont certainement prévalu aussi de très forts sentiments anti-vichistes, et je songe en particulier aux Juifs d'Europe centrale, qui, d'ailleurs, vous le savez, ont eu toutes les peines du monde à être admis dans les corps légionnaires. Mais, donc tout cela, oui, bien évidemment, a dû jouer, mais je suis bien incapable de mesurer et de vous donner des pourcentages, hein, en essayant de sonder les cœurs et de connaître les raisons exactes des sentiments de chacun. Mais on ne peut pas exclure non plus des éléments personnels. Par exemple, on sait très bien, Denis Péchanski le sait bien, que souscrire pour les républicains espagnols de la Retirada enfermés dans les camps assez sinistres du sud de la France dès 1939, souscrire un engagement dans la Légion est un moyen de sortir du camp. Voilà. Bon, donc, il y a aussi cela qui peut jouer pour certains. De même, si on songe à ces milliers de communistes, juifs, républicains espagnols qui sont libérés, comme cela, par le pouvoir girodiste en Algérie, au printemps 43, une Algérie dans laquelle ils n'ont aucune attache, aucune famille, aucune connaissance, dont ils ne parlent même pas la langue évidemment, eh bien, l'engagement dans un corps qui vous fournit une solde, un toit, un statut, a pu jouer aussi. Et puis on ne peut pas non plus, évidemment, ignorer les aventuriers, le goût de l'aventure, le goût de la bagarre. Hein.
ça existe aussi. Je vous invite à lire, alors lui, c'est pas un étranger, c'est un naturalisé, l'incroyable parcours d'Adrien Conus, d'origine russe, dont Pierre Servant vient de publier la biographie. C'est un véritable chien de guerre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein, c'est quelqu'un qui veut se battre, hein, qui se bat, et qui termine d'ailleurs en Indochine, comme d'ailleurs beaucoup de ses légionnaires. Pour conclure, est-ce que vous me donnez encore une minute, Monsieur le Président? Non, c'est fini, une minute. Bon, je vous ai parlé d'un Allemand, peut-être un mot sur un Italien. Un autre Allemand, peut-être, très intéressant, qui, lui, n'a pas pu s'engager dans les forces françaises libres. Il s'agit de Philippe Rosenthal, juif allemand, étudiant de bonne famille, étudiant à Göttingen, qui quitte l'Allemagne, alors, je ne sais pas si c'est 34 ou 35, hein, bon, qui voit monter les persécutions, qui s'engage dans la Légion en 38, comme simple soldat, hein, comme beaucoup de juifs allemands, s'engage dans la Légion en 38. Lui se retrouve du côté vichiste. Il tente, donc au 3e régiment étranger au Maroc, il tente une évasion en avril 41. Il est repris par ses supérieurs qui le sanctionnent lourdement. Hein, il a voulu quitter la Légion pour rejoindre les forces françaises libres. Il est donc lourdement sanctionné, une peine de prison. Et puis arrive le débarquement anglo-américain en 42. Et là, cette fois-ci, donc il est libéré, hein, enfin libéré. Il retrouve une liberté d'action, et cette fois-ci, peut-être lassé des charmes de la France, il s'agit d'un engagement dans les forces britanniques, donc il termine la guerre au grade de capitaine dans l'armée anglaise, et il sera secrétaire d'État aux finances de l'Allemagne des années 50. Donc vous voyez qu'il y a aussi des étrangers qui ont raté le coche en quelque sorte, ou dont on n'a pas vraiment voulu. Bon, il y aurait encore 50 parcours personnels à citer, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on retrouve à peu près les chiffres dont, je crois, Thomas Fontaine parlait ce matin, hein, les proportions d'étrangers au sein du corps sont assez proches de celles que l'on retrouve dans la résistance intérieure. Et si on s'intéresse ensuite, je dirais, à des choses un peu plus sociologiques, par exemple la montée en grade, le taux de perte, de blessés, de morts, il n'y a pas de différence fondamentale. Là, par contre, c'est une différence majeure avec la résistance intérieure. Il n'y a pas une surmortalité, il n'y a pas un taux de blessure supérieur. Là, je dirais, on est dans la fureur de la guerre, et que vous soyez juif, allemand ou bourguignon, eh bien, voilà, la mort frappe de la même façon, ou la blessure vous surprend de la même façon dans le cadre des combats. Donc, à la fois des ressemblances et des différences assez importantes avec la résistance intérieure. Voilà, pardonnez-moi pour le ton un petit peu haché, j'ai essayé de compacter quelque chose qui devait tenir en beaucoup plus longtemps. Merci de votre attention.